Alors bonjour à tous pour cette nouvelle étape dans l'exploration du livre sur la dynamique de groupe et la conscience collective. Alors aujourd'hui, on va parler du chapitre 5. Alors ce chapitre, il est un petit peu particulier parce que il va regrouper beaucoup d'éléments du livre et de facettes vraiment importantes. Donc par exemple, il y a le point qui va toucher la devise de l'Institut, La vérité est belle, qui est vraiment une sorte d'état d'esprit, de manière d'approcher les choses, de les comprendre, de les regarder. C'est-à-dire, la vérité est belle, c'est ce qu'on appelle un postulat, c'est un principe grâce auquel on va regarder les choses. Donc si on se dit la vérité est belle, ça veut dire je regarde une situation et je pars du principe que si j'en comprends tous les tenants et aboutissants, le ressenti qui va émerger de cette perception globale, ça va être la beauté. Alors quand je suis devant une situation, j'en perçois certains éléments, mais le ressenti qui apparaît dans mon cœur, c'est stress, tension, souffrance, doute. Ça ne veut pas dire que les éléments que j'intègre sont faux, mais ça veut dire qu'il me manque des éléments pour avoir cette vision d'ensemble complète qui va créer en moi ce sentiment d'ouverture du cœur, de beauté, de vérité. Donc c'est comme une sorte d'encouragement à élargir les éléments dont on a besoin pour faire émerger ce sentiment intérieur. C'est comme une sorte de baromètre qui nous aide à interpréter les choses correctement. C'est vraiment un outil d'interprétation précieux. Et donc, bon, je pense que ça valait le coup de dire quelques mots là-dessus. Un autre aspect de ce chapitre, c'est la mosaïque parentale. Alors ça, c'est un sujet passionnant qui souligne à quel point il est nécessaire de comprendre que ce que nos parents biologiques nous ont donné, avec toutes les meilleures intentions du monde, ne peuvent pas nécessairement répondre à tous les besoins de notre être. Et ça, tout simplement parce que nous avons une structure de personnalité, comme on l'a vu dans le chapitre 2, avec le modèle, qui est particulier, qui est unique, une structure particulière, et qui fait que on va avoir des besoins aussi particuliers. Imaginez un enfant qui veut devenir un grand musicien, et qui a des parents qui sont scientifiques, ou qui ont des parents qui sont dans un autre domaine, par exemple de la loi, des avocats, ou c'est un exemple, ils vont envoyer cet enfant dans une école, dans un environnement, pour qu'il puisse développer sa capacité musicale. Ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas, eux, s'en occuper. De la même manière, cette réalité qui est très évidente au niveau des métiers, on va la retrouver au niveau énergétique. Donc énergétiquement, on a une structure de perception qui va faire qu'on a des sensibilités différentes, et qu'en fonction de ces sensibilités, eh bien, on aura besoin d'un environnement pour nous aider à les développer. Et souvent, l'environnement parental ou familial ne va pas nécessairement avoir toutes les ressources qui nous permettraient de nous développer correctement et harmonieusement. Donc la mosaïque parentale, c'est un petit peu, on va dire, le concept qui nous aide à redéfinir l'environnement dont nous avons besoin pour pouvoir nous développer le plus harmonieusement possible. Donc c'est un sujet aussi vraiment intéressant qui nous permet de nous rendre compte qu'on a bien plus de parents qu'on le croit. Donc on a bien sûr nos parents biologiques, mais on va avoir tout un ensemble de personnes qui en fait ont un rôle important dans notre croissance, dans notre développement. Et comprendre la mosaïque parentale, c'est comprendre à quel point il est précieux justement d'honorer ces êtres qui ne sont peut-être pas nos parents biologiques, mais qui peuvent avoir un rôle déterminant dans notre vie, dans notre développement, dans notre croissance. Voilà. Donc ça, c'est un sujet aussi vraiment tout particulier et précieux. Et un autre aspect du chapitre 5, c'est vraiment de commencer à explorer la dynamique relationnelle, les interactions entre les êtres. Donc bien sûr, il y a la fameuse interaction homme-femme, mais de manière plus générale, quand on commence à travailler sur le modèle de personnalité, avec les 6 typologies, qu'on arrive à identifier
la typologie qui est un peu plus la nôtre, eh bien, ça va nous obliger après à comprendre que, étant donné par exemple qu'on serait une typologie, mettons plus action, par exemple, eh bien, quand on va être en relation avec des gens qui sont plus perception ou réflexion, les interactions vont être un petit peu différentes. Et donc, il y a tout un apprentissage, j'ai envie de dire, dans une deuxième étape de la compréhension du modèle de personnalité, non seulement à comprendre son propre modèle, sa propre structure, et comme on en avait parlé au chapitre 4 sur la connexion spirituelle, développer une connexion plus particulière avec soi basée sur cette structure, et développer aussi des pratiques particulières qui vont aider notre propre connexion, eh bien, dans le chapitre 5, on commence à parler des interactions avec les autres, et comment dans certaines interactions, c'est très fluide, c'est très harmonieux, il y a une sorte de compréhension naturelle, presque intuitive, mais comment avec certaines autres personnes, où là c'est plus compliqué, c'est plus difficile, il y a des quiproquos, il y a des incompréhensions, il y a des souffrances même. Et donc, eh bien, on va apprendre à voir comment on peut approcher ces différentes interactions et trouver des moyens pour qu'elles deviennent quand même des enrichissements précieux pour notre développement. Et donc, en particulier, il y a une section qui parle de cette notion de langage. Puis j'aimerais bien dire quelques mots là-dessus, parce que, comme je l'expliquais par rapport aux professions, qu'on a donc des champs d'intérêt professionnels qui vont nous pousser à entrer dans des espaces d'apprentissage particuliers, et bien de la même manière, notre typologie, elle va nous faire développer un modèle d'expression, on pourrait dire expression énergétique ou expression vibratoire, disons, au-delà des mots, qui est vraiment quelque chose d'important pour comprendre les interactions. C'est-à-dire deux personnes qui sont par exemple de typologie action et qui se rencontrent, eh bien au-delà des mots qu'elles vont utiliser, on pourrait dire de l'information, eh bien il y a une vibration qui va passer entre eux dans l'échange, qui vont se comprendre comme à demi-mot. Ils n'auront pas besoin de tout expliquer pour se comprendre. La vibration, elle va circuler. Mais si vous prenez quelqu'un qui est très action et une autre qui est très perception, par exemple, eh bien, quand les personnes vont communiquer donc, les informations, les mots, il va y avoir, en même temps que cette réalité informationnelle, une réalité vibratoire qui, elle, va être beaucoup plus complexe à intégrer. Et donc, les personnes vont se parler, vont s'expliquer des choses, mais ça ne passera pas. Ils vont avoir la sensation que il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne se comprend pas bien, je dis ça, mais lui il comprend autre chose. Et ça, cette réalité, elle vient que il existe un langage informationnel et il existe un langage vibratoire. Et le langage vibratoire, il est relié à notre typologie, il est relié à notre structure d'être. Et donc, comprendre que le vrai langage, il est beaucoup plus vibratoire que informationnel, ça nous aide à comprendre beaucoup mieux pourquoi dans certains échanges c'est très fluide et harmonieux, pourquoi dans d'autres échanges c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Et bien en fait c'est dû à cette problématique de langage vibratoire qui n'est pas conscient. On n'est pas conscient que au-delà des mots, il y a un langage vibratoire qui est sous-jacent. En PNL, on va en parler entre guillemets en disant que on va parler du langage corporel. Quand en PNL on parle du langage, on va dire la PNL, programmation neurolinguistique, on va dire dans la communication réelle, 55% du langage c'est structuré sur le langage corporel. 35% c'est l'intonation de la voix, donc on va dire le langage émotionnel, les émotions qui passent à travers l'intonation, et le 10% qui reste, c'est l'information. Ça nous montre, si vous voulez, la proportion entre l'information
et en fait toute une réalité émotionnelle et corporelle qui va passer encore plus, en fait. Mais ça ne nous aide pas nécessairement à comprendre comment justement intégrer ou découvrir ce langage corporel et de l'intonation. Et justement une manière de découvrir ça, c'est de découvrir notre typologie qui va en fait nous aider à comprendre ce langage corporel. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu superficiel de dire ça, parce que langage corporel, ça veut dire quoi? Le mouvement de nos gestes, on ne comprend pas bien. Alors que si on comprend que c'est la vibration qui passe à travers l'information que l'on communique, ben là, tout de suite, on se dit « Ah, je comprends !» Donc c'est quelque chose de subtil, mais qui, finalement, a un gros impact dans l'interaction. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses, mais moi, ce que j'aurais envie vraiment de souligner, c'est de commencer à découvrir la différence entre l'information et la vibration, et en particulier dans nos échanges, comment ça peut expliquer beaucoup de choses dans comment les choses se passent et justement dans ce qu'on peut améliorer pour que nos relations deviennent de plus en plus harmonieuses, de plus en plus respectueuses de nos énergies, de nos typologies. Alors voilà, une perspective du chapitre 5. J'ai envie de vous souhaiter une magnifique semaine et de vous retrouver la semaine prochaine pour explorer le magnifique chapitre 6. Donc, bonne continuation à vous et à bientôt.